Un penthouse à Dubaï, des voitures qui font rêver, bref, un style de vie que tout le monde s'arrache. Mais la question c'est, d'où vient vraiment l'argent de l'influenceur qu'on appelle la menace? Aujourd'hui, on va décortiquer une enquête qui prétend lever le voile sur les coulisses de son business. Alors tout commence avec une image très soignée, celle de la réussite absolue. Le penthouse avec vue sur mer au 36e étage à Dubaï, c'est un peu le symbole de cette façade glamour qu'il montre à des millions de personnes. Sauf que voilà, derrière cette vitrine de rêve, une question se pose. Et c'est le cœur de l'enquête qu'on analyse aujourd'hui. D'où vient réellement cet argent? Parce que d'après la source, cette richesse serait loin, très loin, d'être ce qu'elle paraît. Pour y voir plus clair, on va suivre le cheminement de cette enquête étape par étape. On va parler de sa richesse, de comment il a construit son personnage, d'un schéma qui se répéterait, de ses différents produits, de son affiliation à un casino, et à la fin, on essaiera de voir ce qui se cacherait derrière tout ça. Allez, c'est parti! On commence donc par le premier point, sa richesse. Quelle est l'accusation principale de l'enquête? En fait, c'est assez direct. L'argument central, c'est que l'argent ne viendrait absolument pas de ses business officiels. Autrement dit, ni de la gestion de comptes OnlyFans, ni du montage vidéo, et encore moins de prétendus gains au casino. Alors si ça ne vient pas de là, ça vient d'où? Eh bien, l'enquête soutient que le véritable business, c'est un cycle sans fin. Il s'agirait de vendre des formations et des affiliations directement à sa communauté, de surfer sur une tendance, puis de passer à la suivante quand l'engouement retombe. Le vrai produit, ce serait donc le rêve en lui-même. Mais pour bien comprendre ce modèle, il faut faire un petit retour en arrière. Comment ce personnage de gourou du business a-t-il été fabriqué? L'enquête retrace justement toute son évolution. Au tout début, c'était un youtubeur qui faisait des pranks, des millions de vues, oui, mais des vidéos souvent démonétisées, donc pas beaucoup de revenus. Il a alors tenté de vendre des vêtements, des placements de produits. Le grand virage, le pivot, c'est quand il a adopté ce personnage alpha, un peu à la Andrew Tate, pour vendre le rêve de devenir riche. Et la stratégie, c'était de se présenter comme un guide contre une prétendue élite, ce qui a permis de construire une communauté très loyale et prête à le défendre. On en arrive maintenant au cœur du réacteur, le fameux schéma. Une formule qui, selon l'enquête, serait utilisée encore et encore pour générer des revenus. Voilà ce cycle en 4 temps. D'abord, on lance une opportunité qui a l'air révolutionnaire. Ensuite, on canalise toute son audience vers un webinaire en direct pour créer un sentiment d'urgence, d'exclusivité. Troisième étape, la vente. Une formation, souvent coûteuse, avec une offre limitée dans le temps pour pousser à l'achat. Et enfin, quand la hype retombe, on pivote et on passe à la prochaine grande idée. Bon, ce schéma, en théorie, ça se tient. Mais voyons ce que ça donne en pratique avec les exemples concrets que l'enquête a sortis. Premier cas d'étude, une formation à prix d'or pour devenir OnlyFans Manager. La promesse était alléchante, accéder à un lifestyle de fou avec les voitures de sport et tout le tralala. Et c'est précisément là que l'enquête met le doigt sur une contradiction, et pas des moindres. Ça concerne sa Lamborghini. Comment a-t-il dit l'avoir payée? Parce qu'en fait, on a deux histoires qui ne collent pas du tout. La première version, c'est que sa richesse venait de la gestion de modèles OnlyFans, et puis plus tard, changement de discours, non, en fait, ça venait d'une agence de montage vidéo. C'est ce changement total de narration qui est au centre de la critique. La conclusion de l'enquête est donc assez directe. Il n'aurait pas gagné d'argent grâce au management OnlyFans en lui-même, mais plutôt en vendant la formation sur comment le devenir. Le vrai produit, c'était le rêve, pas la méthode. Après ça, on passe à un niveau de risque encore au-dessus. L'enquête se penche sur son projet le plus récent et a priori le plus controversé, son lien avec un casino en ligne. Il s'agit d'affiliation de casino. Alors qu'est-ce que ça veut dire? C'est un modèle où l'influenceur est payé quand sa communauté s'inscrit, dépose de l'argent, et surtout quand elle en perd, c'est le point crucial. Et comment cette affiliation a-t-elle été présentée? L'enquête liste plusieurs tactiques. On parle d'une opportunité exclusive, on fait gagner des iPhones pour encourager les dépôts, et surtout, on met en avant quasi uniquement les sessions de jeu où il gagne, faisant passer le casino pour un investissement, et non un jeu de hasard très risqué. Et c'est là que l'analyse porte un jugement éthique assez sévère. Le modèle économique, cette fois, reposerait sur le fait de profiter directement des pertes financières de sa propre communauté. On n'est plus dans la vente de formation, c'est autre chose. Tout ça, ça nous amène logiquement à la conclusion de l'enquête. Quel serait donc le vrai business de la menace, au final? La conclusion est sans appel. Le vrai business, celui qui ne change jamais, n'est pas celui qu'il montre au grand public. C'est un business qui tourne en arrière-plan. Il y a une phrase dans la vidéo source qui résume cette idée à la perfection. Elle dit
Tant qu'il ne sort pas une formation sur comment monétiser sa propre communauté, il ne montrera jamais son réel business. Le vrai produit n'est donc pas une formation sur un business A ou B. C'est sa capacité à monétiser une communauté qui lui fait confiance en lui vendant un rêve, peu importe le rêve du moment. C'est un peu le joueur de flûte de Hamelin de l'ère numérique. Ce qui nous laisse avec une dernière question, une question un peu plus large. Quand un influenceur vend un chemin vers la richesse, est-ce que le vrai produit, c'est le chemin lui-même, ou est-ce que c'est la personne qui le vend ?